On a souvent tendance, lorsqu'on évoque la marque Lancia, à penser à uniquement quelques modèles iconiques, certes. Je pense à la Delta, je pense à la Stratos, à la Fulvia, mais cette marque aussi regorge de pépites qui sont, pour la plupart du temps, assez inconnues du grand public. Et c'est malheureusement le cas de cette Lancia Beta HPE. Ce modèle est une des toutes dernières versions de 1984, équipée du fameux 1600 d'origine Fiat. Je peux vous dire qu'il aura fait grincer des dents, qui délivre la puissance folle de 100 chevaux. On va voir ce que ça donne. Franchement, je suis trop content d'essayer cette voiture. Lancia est une marque formidable. D'ailleurs, si son histoire complète vous intéresse, sachez que j'ai sorti une vidéo dédiée à ce sujet. On va revenir un petit peu sur le contexte de l'époque. Donc nous sommes au début des années 70. Fiat vient de racheter la marque Lancia et s'apprête à lancer la Lancia Beta. Pourquoi Beta? C'est tout simplement le nom hommage à la deuxième Lancia lancée de l'histoire. Et vous savez comment elle s'appelle la toute première Lancia de l'histoire? Eh bien, elle s'appelle la Lancia Alpha. Admettez que c'est tout de même assez cocasse pour la toute première Lancia de s'appeler Alpha. Bref, à ce moment, Fiat vient de racheter Lancia et a deux projets en cours, à savoir la X9 qu'on connaît et une certaine X18 qui sera donc rebadgée Lancia et que l'on connaîtra donc sous l'appellation Beta. Ce modèle sort en 72 et connaîtra une multitude de déclinaisons. Je pense donc à la version berline, la classique, qui ressemble énormément à la Citroën GS. Ensuite, il y a eu bien sûr la Beta coupée, qui est aussi magnifique. La Beta 4 portes, la Trevi, qui est peut-être pas la plus réussie. Ensuite, il y a eu la Speeder. Et celle que je préfère, c'est pas celle-ci, c'est la Monte Carlo. Je la trouve complètement incroyable, un design sublime. Il y a eu également cette version HPE, sorte de break de chasse qui complète la gamme alors qu'il y avait déjà un coupé. Autant vous dire que chez Lancia, on a voulu faire de la standardisation, mais pas trop quand même. Le design de ce véhicule, il y a pas mal de choses à dire les atmophiles. Déjà cette face avant. On commence avec des phares imitation BM30 de l'époque, voilà, on s'y croirait. La calandre depuis 79 a été changée et elle reprend celle que l'on connaît sur, je sais pas si vous connaissez la mythique Lancia Delta. Aussi malheureusement ces nouvelles générations, il y a un petit peu plus de plastique. On abandonne le chrome, les années 80 on connaît, hein. Beaucoup de gens en sont ces années 80, mais il y a eu aussi quand même des choses pas terribles. Je pense aux habitacles, au chrome qui disparaît un petit peu, alors que la rouille reste par exemple. Ce capot, moi vous connaissez mon amour pour les coupés, mais les breaks de chasse, je trouve ça juste génialissime aussi, c'est juste que c'est beaucoup plus rare. Et donc on a droit à un capot assez grand, assez même immense, et je vais vous montrer le petit détail qui m'enchante tous les matins. Les gicleurs, je suis pas sûr du terme, qui sont directement intégrés ici afin de ne pas dénaturer l'esthétique. Le profil est vraiment magnifique aussi, hein. On a quelque chose d'assez atypique. De base, je m'étais dit que ça ressemblait à une CX, bon pas tout à fait, mais vous voyez au moins il y a quelque chose d'original. En réalité, ça me ferait peut-être penser aux anciens breaks de chasse Volvo aussi, qu'il y avait dans les années 70, qui sont juste sublimes. Ce qui est génial aussi, c'est qu'en plus d'avoir un design très soigné, contrairement à aujourd'hui, vous voyez la surface vitrée juste énorme. Moi je suis claustrophobe et je peux vous dire que la sensation de confinement dans les voitures modernes, c'est catastrophique. On a quand même des petits pare-chocs, hein. Attention, c'est une voiture presque utilisable, c'est presque un utilitaire ce véhicule. Elle fait 4,28 m de long, c'est pas immense en soi et pourtant on va le voir après, je le vois moi ici, il y a de la place à l'avant, il y a de la place à l'arrière, je suis sûr que le coffre sera me contenter, le tout dans un gabarit plus petit qu'un Peugeot 2008 actuel. J'adore, vraiment. Je pense que les atmophiles, vous êtes d'accord avec moi et en plus je vous garde la surprise plutôt vers la fin, donc restez connectés parce que cette voiture elle a une qualité, la meilleure des qualités. Cette partie arrière est vraiment magnifique, donc on a quand même un petit essuie-glace arrière, les jalousies qui sont intégrées à l'intérieur. Sur la Fiat Panda que j'ai essayé il n'y a pas si longtemps, c'était à l'extérieur, c'était assez marrant. Ensuite, on a des petits feux. Cette voiture, c'est vraiment l'éloge de la finesse. Ce qui est un petit peu moins fin, c'est ce gros pot là qui sort. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle se différencie complètement des autres productions italiennes, même de l'époque. J'ai une question, mes atmophiles. Je me suis beaucoup renseigné sur cette voiture parce que, pour être honnête avec vous, je la connaissais que de nom, mais voilà. Cette voiture, j'ai lu une fois qu'elle avait été designée par Pininfarina, mais j'ai lu qu'une fois. Dites-moi, j'en suis clairement pas sûr. On va voir l'habitacle maintenant? Allez, c'est parti. Hop là. Déjà quand on passe, ce qui est étonnant, c'est ce volant qui est quand même assez grand. Et du coup, vous voyez la proximité entre le siège et le volant, il n'est pas énorme. Et entre mes jambes et le volant, encore moins. C'est pas un volant de série. À l'époque, ils étaient un petit peu moins jolis, on va dire. La boîte de vitesse, c'est pareil. De toute façon, moi, vous me mettez une italienne
vous mettez du bois à l'intérieur et même les sièges, j'aime beaucoup, vous voyez, c'est très agréable. Donc j'avais lu que la planche de bord était un petit peu décevante. Comparée à une Fulvia, oui, elle l'est forcément parce que la Fulvia, la planche de bord, c'est une œuvre d'art. Mais malgré tout, c'est vraiment très sympa, hein. Alors on va commencer par le moins intéressant pour aller vers le plus intéressant. Hop! Ça c'est marrant déjà, la petite boîte à gants, le logo Lancia, on fait dans les détails, même ce petit aérateur, regardez comme c'est mignon. Peut-être que la qualité c'est assez plastique, mais ça vieillit hyper bien. L'autoradio est vraiment magnifique. Ici on va avoir tout ce qui va être réglage pour le chauffage. C'est hyper intuitif, j'ai compris là en le voyant. Le petit warning, trop sympa, voiture italienne forcément, donc... Voilà, ils sont jolis ces aérateurs. Par contre, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont plutôt tournés un peu plus vers le passager. Ça, c'est pas très Alfa Romeo, hein, ça. C'est normal, on est chez Lancia. L'allume-cigare, c'est vraiment la chose essentielle, on le voit bien ici. Ensuite, on a quand même un gros vide-poche pour mettre des cassettes, sûrement. Et donc, ce qui nous intéresse le plus, ça va être un petit peu ce compteur. Alors, on a la vitesse, graduée jusqu'à 200 km/h. Bon, pour notre santé, on n'y arrivera pas. Mais vous voyez, les petites jauges, elles sont avec des couleurs. Ça égaye un petit peu cet habitacle. La zone rouge à plus de 6000, ça me fait plaisir. Mais c'est vraiment marrant, ces témoins-là. C'est assez complet, les petits chromes. Et moi, vraiment, ce que je trouve génial, c'est donc sur ce rétroviseur là, on peut voir ici et on peut voir aussi plus bas, notamment pour une circulation en ville, même de nos jours, c'est hyper intelligent. Putain, mais j'en note encore des points. Le plafonnier est très mignon aussi, même le ciel de toit, ça on n'en fait plus des ciels de toit comme ça, hein. La sensation que je trouve juste géniale, déjà je suis trop bien installé. Vous savez, moi j'aime bien être bas, assez en arrière, et là c'est complètement la sensation... que j'adore, et aussi la luminosité, c'est un truc de malade. Bon là la vitre est baissée, mais de toute façon c'est pareil, c'est énorme. Vous voyez, les montants sont très fins, c'est sûr, ça perd un peu en charme comparé aux productions de Lancia d'avant, mais c'est quand même super cool, j'adore. On va voir un petit peu les places arrière parce que c'est un shooting brake, ça doit être un minimum familial, on va voir ça. Oula, ah oui je touche quand même. Après pour les enfants on va dire que ça va, il suffit que je me mette un peu plus penché. Ce qui est trop sympa dans cette voiture, parce qu'il y en a des choses sympas. Voilà, et là, impec. Donc ici, il n'y a pas de coup de lapin. Et là, c'est très joli quand on le replie. Mais c'est pas fini. Je veux vraiment l'acheter, cette voiture. C'est un truc de fou, j'adore. Hein. Vraiment, c'est trop cool. Sinon, la luminosité est encore géniale. La banquette est peut-être un poil ferme comparé à certaines anciennes que j'ai conduites, mais ça va quand même. Si par exemple, je veux m'aérer, on peut s'aérer un petit peu. Et c'est aussi pratique, je pense, pour les clopeurs de l'époque italiens. Ils clopaient, ils mettaient leurs cendres là, et puis de toute façon, après... Dans tous les cas, il y a des cendriers bien sûr intégrés partout. 5 places, bon, 4 adultes on va dire, ou 3 enfants à l'arrière, mais ça fait le boulot. Ou c'est que les ceintures sont placées comme ça, quoi. J'ai jamais vu ça, c'est incroyable. N'importe quoi. Est-ce qu'on peut bien ressortir? En vrai, ça a l'air d'aller. Wow. Le plus important lorsqu'on achète une Lancia Beta HPE, c'est le coffre bien évidemment. Donc ce véhicule, sachez qu'en France il a été importé uniquement par le réseau Chardonnay. Voilà, c'est bien écrit ici messieurs dames, on ne vous ment pas sur la marchandise. Déjà c'est un haillon, ça c'est cool. Donc de base il y a un coffre assez énorme, vous voyez, donc entre ici et ici. Et donc on l'a fait au préalable, mais en vrai c'est assez facile à faire. Je vous ai montré sur les places arrière, ça a une utilité en fait, parce qu'on peut plier donc cette banquette. Là vous avez des manivelles, hop, et en fait on peut le faire, voilà. C'est assez facile. Ce qui est génial avec cette voiture, dans un gabarit somme toute assez compact, c'est qu'on peut vraiment y rentrer dedans et y dormir. Démonstration à l'appui. Alors là, ça va être un bon moment esthétique. Et franchement, 2 adultes peuvent vraiment dormir de façon confortable dans cette voiture. En plus, comme il y a beaucoup de surface vitrée, c'est très bien. Le seul inconvénient, c'est que vous serez peut-être réveillé par le soleil. En plus, on est un peu rehaussé du coup par les sièges. Elle veut plus beaucoup. J'ai demandé déjà au proprio s'il la vendait, il la vend pas. C'est bien dommage. Hop. Bon après, pour sortir, bien sûr, c'est pas non plus la chose la plus évidente. Mais c'est trop cool, hein. Pour un petit week-end improvisé, on le fait une fois. Hein. Oh non, ça me plaît, ça me plaît. Incroyable. Donc là, c'est pas un coffre Atmo approved, c'est un coffre hyper Atmo approved. Je valide à 300%. Le moteur, on va voir un petit peu la bête. Apparemment, chez les italiennes, c'est assez sympa. On va voir. Wow. C'est pas un vérin, mais c'est cool quand même. J'ai rien eu à faire, vous voyez, moi c'est ça que j'aime bien. Et en plus, c'est assez original, on va dire. Donc qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Le bloc de la Discord, le fameux bloc, donc Lampredi. Et oui, on est à l'époque de chez Fiat, mais écoutez, déjà c'est plus fiable que les fameux V4, donc on va pas s'en plaindre. Pour l'époque, il a un rendement assez balèze, hein. C'est un 1600 cm3 qui fait 100 chevaux. Et puis Lampredi, il y a eu quelques Ferrari Lampredi. Les puristes, s'il vous plaît, arrêtez d'être toujours
psychorigide, voire psychopathe, ce moteur est très bien. Après, c'est pas un moteur, on va dire, réellement sportif, parce que, on va le voir un petit peu après, le comportement de cette voiture est plus typé GT. Avec 100 chevaux, on peut pas non plus en demander des 100 et des 1000, même si en 84, c'était relativement correct. Son poids n'est pas non plus délirant, hein, ça c'est normal aussi, qui fait à peine 1060 kg, c'est assez fou. Pour être honnête avec vous les atmophiles, j'ai trouvé beaucoup d'informations sur la version supérieure, donc le 2 litres injection qui fait 122 chevaux. Bon, ici le 0 à 100 et le 1000 mètres départ arrêté, j'ai pas réussi à les trouver. Apparemment c'est autour de 10 secondes selon le propriétaire. Écoutez, dans tous les cas ça fait largement l'affaire, parce que cette voiture, sa vocation c'est de faire de la route et d'enchaîner des kilomètres au final. En plus c'est une traction, fait à noter un petit peu différent avec ce moteur, vous allez voir. Wow, j'étais peut-être un peu haut. À l'image par exemple d'une Citroën SM, les voies avant sont plus larges que les voies arrière. Alors je sais pas si ça se voit bien au niveau de la caméra, mais je trouve ça juste génial. Elle cumule les bons points, hein, et moi j'ai vraiment les cheveux dans la gueule. Alors du coup, combien ça coûte cette voiture? Je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait une surprise et que vraiment c'était le meilleur atout de ce véhicule. Elle cumule les bons points et pourtant c'est pas terminé, parce que son atout véritable, en réalité c'est son prix. C'est assez fou de dire ça. On va dire entre 6 et 8 000 euros. 8 000 euros, vous allez trouver vraiment une HPE dans un état clinique. Et je trouve que c'est complètement fou de se dire ça quand même sur une voiture qui a autant de classe, d'allure, qui est aussi statutaire, avec un design aussi réussi. Ne vous emballez pas tout de même. Pourquoi donc? Par exemple, aujourd'hui en France, il y en a une à vendre sur le Bon Coin, sur toute la France. Pour vous donner un ordre d'idée, la très confidentielle Suzuki X90 évoquée récemment dans InNostalCar, je vous invite à visionner la vidéo, très marrant. Il y en a 4 en France, alors que c'est déjà rarissime. Ici, il n'y en a qu'une. La raison à ça est assez simple, même si elle a connu une carrière assez réussie, hein, plus de 72 000 exemplaires écoulés à travers le monde pour un véhicule entre guillemets de niche. Le souci, c'est que la rouille, hein, vous connaissez, voiture italienne des années 70-80, c'est terrible. D'ailleurs, cette version, comme beaucoup d'autres Lancia, Alfa, Fiat de la même époque, il y a eu énormément de soucis, à tel point qu'ils ont été reprises par la garantie, parce qu'au bout d'un an, les voitures tombaient complètement en lambeaux. C'est vraiment le souci principal de ce véhicule. Si vous en trouvez une, bichonnez-la et gardez-la, parce que ça devient rarissime et c'est même utilisable au quotidien, donc foncez. Premier tour de roue. Moi, l'absence de direction assistée, ça me fait toujours quelque chose. On va tester un truc. Ça marche. Ah, et après, il faut se le mettre. C'est marrant. Bon, alors c'est assez confort. Bon, pour l'instant, ça va. Après, je suis en première là. Je vous avoue, on est tranquillou. Souvent, sur les italiennes, ce que j'avais remarqué, c'était que l'accélérateur et le frein étaient très proches. Et là, j'ai l'impression que ça va. Ça aussi, c'est cool parce qu'en usage quotidien, souvent même les positions de conduite sont un peu space. Là, j'ai pas trop l'impression. Donc, première tentative, on va voir ce que vaut le frein. Je suis étonné parce que le moteur n'est pas trop bruyant. Ou alors c'est le frein et l'embrayage qui sont proches. Et là, pour le coup, c'est un peu proche. Sinon, quand même, regardez-moi cette cloche de bord, c'est un charme fou, quoi. Moi, j'adore. Hein. Ça, c'est un peu dommage. Normalement, il y avait une horloge. C'est hyper sympa, je trouve, mais elle marche pas. Elle s'allume un peu quand même. Hein. Après, c'est une voiture italienne aussi. La fiabilité, ça va, la fiabilité moteur. L'électronique, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. C'est quand même une conception, c'est plus typé années 70, on va dire. Ça se conduit facilement, étonnamment aussi. La boîte passe bien. Moi, ce que j'adore, c'est... Mais je pense que cette voiture doit attirer pas mal de sympathie sur la route, étant donné que déjà on la croise pas du tout. Ça freine pas mal, c'est 4 freins à disque. 4 freins à disque. 4 freins à disque quand même, c'est validé, écoutez. Apparemment sur autoroute ça fait pas trop de bruit. Je me dis, vous voyez, en complément de ma Mazda là, ça serait vachement sympa d'avoir un truc comme ça. La synchro de première, elle se fait ou pas? À basse vitesse. Ouais. À basse vitesse, ok, parce que j'ai des mauvais souvenirs sur une Alpha 33. Oula, pardon. Oui, t'inquiète, ça arrive, c'est pas grave. Alors on va voir un petit peu ce que ça vaut quand même. Apparemment ça a un comportement assez GT. Allez, maintenant on tente un peu l'accélération. Les vocalises italiennes. C'est pas mal, hein. C'est des moteurs vivants, ça aussi. Ça fait la diff, hein. Ça c'est pas un litre de pure tech, hein, je peux vous le dire. Ah ouais. Oh là 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 là. Ah, c'est sympa. Je vais me mettre les alertes Le Bon Coin, ça je peux vous l'assurer. Pourquoi j'aime les italiennes? Pour deux choses en particulier. Premièrement, le design. Ici, on peut dire que c'est validé. Secondo, le moteur, bien sûr, véritable savoir-faire des Italiens. Et même si c'est du Fiat, franchement, c'est très cool. Et en fait, cette voiture, en plus de ça, elle se paie le luxe d'être habitable.
d'avoir un intérieur réussi, d'avoir beaucoup de charme, d'être fiable, peu onéreuse. Et en plus, on peut y dormir dedans. Mais que demande le peuple? La 350Z qui est sortie la semaine dernière, j'ai vraiment adoré cette voiture. Vraiment, c'était un coup de cœur que j'ai pas eu depuis longtemps. Ben là, c'est encore le cas. C'est vrai qu'elle a que des avantages cette voiture, il faut juste qu'elle soit bien bichonnée de base, mais sinon c'est bon quoi. C'est le savoir-faire à l'italienne, c'est la classe, la praticité, la fiabilité. J'ai hâte de voir le retour de Lancia, le revival, en espérant que Stellantis ne mettra au moins pas les 1,2 litre de PureTech s'il vous plaît. Ça c'est une calamité. Je suis quand même content que Lancia revienne parce qu'ils ont produit des voitures juste phénoménales à l'image de celle-ci. Et j'ai été réellement heureux aujourd'hui d'au moins pouvoir, je suis sûr, certains d'entre vous, vous faire connaître ce véhicule. Parce que c'est vrai que les gens, notamment de mon âge, ils la connaissent pas, mais c'est normal, on n'en voit plus. Donc voilà les atmophiles, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au like, à l'abonnement à la chaîne, c'est vraiment hyper important. Un immense merci aussi à ceux qui me soutiennent depuis l'espace des commentaires. Ça aide à pérenniser la chaîne, c'est génial, donc merci beaucoup. Ça me permet d'essayer des voitures aussi génialissimes que celle-ci. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes aussi enthousiaste que moi? Parce que vous l'aurez compris, elle me plaît un petit peu plus que la R18, qui a le même âge, que j'ai essayé aussi il n'y a pas longtemps. Dites-moi tout ça dans l'espace des commentaires. Mais le plus important, vous savez très bien que c'est pas ça, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao. Les C3 de merde. Ah, ça va être sympa ça. Quel connard. Oh merde, j'ai fait tomber ma bonnette.